Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies, and today I'm starting a new format. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau format. Je l'ai appelé le Monthly Daily. Dans ce format, je compilerai les discours de Claire Daly au Parlement européen et vous les présenterai sous une forme sélectionnée, d'une durée de 10 à 15 minutes chaque mois. Je commence avec janvier 2023. J'ai choisi de le faire car je crois que Claire Daly est vraiment exceptionnelle. Elle est l'une des rares politiciennes en Europe à posséder à la fois du courage et de l'intelligence, et elle utilise les deux pour exprimer ses opinions. Elle est anticolonialiste, en faveur de la paix, contre la guerre et plaide pour une version rationnelle de l'Union européenne et une approche sensée de la politique internationale. Je fournirai un petit commentaire à la fin, mais pour l'instant, sans plus tarder, profitez des discours de Claire Daly de janvier 2023. But now, without further ado, please enjoy January 2023 Claire Daly. Merci, Monsieur le Président. Il fut un temps où les droits de l'homme concernaient les droits politiques et sociaux. Cela incluait le logement, les soins de santé, la nourriture et l'emploi. Cependant, ces droits remettaient en question l'ordre économique. Par conséquent, les droits sociaux ont été exclus de l'équation. Les droits de l'homme sont alors devenus un outil, une arme utilisée pour attaquer nos prétendus ennemis géopolitiques. À chaque réunion, nous cherchons des victimes que nous pouvons utiliser pour critiquer nos rivaux. Pourtant, nous ne mentionnons jamais les victimes que nous avons nous-mêmes créées. Comme l'a souligné mon collègue, il est impensable que les crimes commis par Israël contre les Palestiniens soient jamais discutés. Il en va de même pour les Syriens qui sont torturés et tués en raison des sanctions américaines. La vérité est que toutes les personnes ont des droits simplement parce qu'elles sont humaines. Mais en cet endroit, il semble que certaines personnes soient considérées comme plus humaines que d'autres. Le rapport ne mentionne que l'Ukraine. Pourquoi cela? Il se passe des événements terribles en Ukraine. Il est juste de les reconnaître. Cependant, ils ne sont pas très différents des atrocités qui se déroulent ailleurs. Les seules différences sont leur couleur de peau et leur utilité pour nous. C'est la réalité de la politique des droits de l'homme de l'UE. Ce n'est pas sincère, c'est simplement une couverture pour le chauvinisme européen et un déguisement pour le colonialisme moderne. Merci, Monsieur le Président. Cette politique favorise le militarisme comme mesure de sécurité, mais en réalité, c'est le contraire. Le militarisme entraîne une augmentation significative des tensions géopolitiques, compromettant gravement notre sécurité. On pourrait penser que la guerre en Ukraine nous aurait fait repenser cette stratégie, mais ce n'est pas le cas. Ce rapport demande davantage de la même chose. Il appelle à une augmentation des armes lourdes en Ukraine et à une hausse massive des dépenses de défense, à un minimum de 2% du PIB. Il propose également des augmentations budgétaires pour les armes par le biais de la Facilité européenne pour la paix, ce qui est quelque peu orwellien. De plus, il préconise une Union européenne de la défense qui n'autorise pas de veto sur les décisions de défense. Cela passerait outre les États plus petits. Le rapport suggère également une obligation mutuelle de défense active. Cela transformerait l'UE en une entité militaire. Comme si ces propositions n'étaient pas suffisamment préoccupantes, le rapport appelle également à davantage de sanctions, à des relations accrues entre l'UE et l'OTAN, ainsi qu'à davantage de missions de l'UE infructueuses et destructrices en Afrique. La liste est longue. Il s'agit d'une politique de folie, promue par un Parlement ébloui par le complexe militaro-industriel. Nous rejetons cette vision. Le militarisme et la guerre ne sont pas des solutions, et ne le seront jamais. Nous demandons une Europe construite sur la résolution des conflits et la sécurité collective. Nous voulons une Europe libre de toutes les divisions anciennes et nouvelles, où tous les États et pays sont impliqués. Nous envisageons un avenir où la diplomatie, le contrôle des armes et le désarmement sont les seules véritables façons de garantir notre sécurité. Merci, Monsieur le Président. Le fait que certaines accusations contre l'activiste irlandais Sean Binder aient été abandonnées la semaine dernière est extrêmement bienvenu. Cependant, il est choquant que nous en soyons arrivés au point où 24 volontaires et activistes étaient jugés à Lesbos dans une affaire qui a duré plus de 4 ans. De plus, il est important de mentionner qu'un nombre significativement plus élevé de migrants innocents perdent actuellement leur temps dans les prisons en Grèce. Ils sont accusés du crime d'aider d'autres personnes. Une obligation existe en droit international. Mais ce n'est pas seulement la Grèce. L'Italie criminalise également les actions humanitaires. La Lettonie a récemment porté des accusations criminelles contre 2 militants pour avoir aidé des réfugiés syriens à la frontière biélorusse. C'est choquant, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Tout cela à l'approbation silencieuse des gouvernements de l'UE et de la Commission européenne. Il est connu que l'argent de l'UE est utilisé pour financer des mécanismes oppressifs aux frontières de l'Europe. Ces mécanismes violent les droits humains des personnes vulnérables qui fuient les guerres et le changement climatique.
Ce sont des problèmes dont nous sommes responsables en premier lieu. Les mêmes entreprises qui profitent de cette destruction bénéficient également des frontières qui empêchent ces personnes d'entrer. Voilà l'état actuel de l'Europe, et c'est un endroit très sombre en effet. Merci, Monsieur le Président. L'Europe est actuellement en effervescence avec la nouvelle stratégie industrielle. La présidence suédoise a donné la priorité à la compétitivité, et Charles Michel a déclaré à Politico que tout repose sur la pensée innovante et une attitude proactive. En effet, quelqu'un doit agir car pour le moment, les Européens s'appauvrissent légèrement chaque jour. Cette stratégie résoudra-t-elle le problème ? Je dois avouer que j'ai des doutes. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont bien plus importants que de simples ajustements mineurs aux règles d'aide d'État. Actuellement, l'UE fait tout son possible pour s'éloigner de notre plus grand partenaire commercial, la Chine. Il est déterminé à alimenter la guerre dans ce qui était autrefois notre plus grand fournisseur de gaz. Nous avons été pris au dépourvu par le nouveau protectionnisme américain et ses hausses de prix de l'énergie, et maintenant nous nous déménons, prétendant avoir un plan pour empêcher l'Europe de sombrer. Vous pouvez être absolument sûr que si vous n'abandonnez pas le néolibéralisme et ne commencez pas à envisager la renationalisation dans les secteurs clés de l'énergie et des infrastructures, vous n'allez rien accomplir. Merci, Monsieur le Président. L'Irlande a rejoint l'Union européenne il y a 50 ans. La Norvège ne l'a pas fait. 50 ans plus tard, les exportations de poissons de la Norvège valent 14 milliards, tandis que celles de l'Irlande valent un demi-milliard. Il y a une connexion directe entre les deux. L'Irlande a dû subir son 3e programme de désarmement, réduisant la taille de sa flotte, tandis que celle de la Norvège continue de croître. Le sacrifice de nos pêcheries en tant que coût de l'adhésion à l'Union européenne est depuis longtemps un fait bien connu, mais cela a persisté pendant trop longtemps. Il est grand temps que les pêcheurs irlandais obtiennent une part équitable de nos propres eaux. Comment est-il juste que la Belgique ait accès à 67% de notre sol alors que nous n'en avons que 3%? Malgré les affirmations, sur les 72% des stocks dans les eaux irlandaises, seuls 3 sont surexploités, et ce ne sont pas les pêcheurs irlandais qui les surexploitent. Nous avons besoin d'une révision. Nous avons besoin de l'avis de ceux qui pratiquent la pêche. Nous avons également besoin d'un accord pour les quantités inutilisées. J'ai voté en faveur de cette motion. Je suis opposé à la peine de mort dans toutes les circonstances, quel que soit le pays où elle est utilisée. Et je déteste son utilisation en Iran dans le cadre d'une répression contre les personnes qui exercent leur droit de façonner leur propre pays et ses lois. Cependant, l'Iran a un désir légitime de préserver sa souveraineté. Cependant, l'approche qu'il adopte actuellement risque de la perdre. Le gouvernement répond à la colère publique et aux demandes légitimes de réforme par une répression brutale de l'État. Cela est non seulement horrible, mais cela laisse également les citoyens sans option pacifique. Cela les pousse à se cacher, les encourage à recourir à la violence et ouvre la porte à l'ingérence étrangère. Cela peut conduire à la déstabilisation du pays. L'ingérence impérialiste est une réalité, mais ce n'est pas une excuse valable. Le choix est clair, s'adapter ou s'effondrer. Si aucune justice n'est rendue aux victimes et si les demandes ne sont pas traitées de manière urgente, alors je m'inquiète pour l'avenir de l'Iran. J'aurais soutenu la motion, mais elle dépasse ce qui est tolérable dans une résolution sur les droits de l'homme. L'action de l'ONU est effectivement correcte et je la soutiens. Cependant, mes collègues introduisent ici des demandes géopolitiques. Ils cherchent à saboter les négociations nucléaires et évoquent la guerre en Ukraine. Ils entravent un engagement constructif et préconisent des sanctions inefficaces qui ne font qu'aggraver la situation. C'est pourquoi j'ai voté contre. Je m'oppose à cette résolution. Il est clair que l'invasion de l'Ukraine par la Russie était un acte d'agression. Dans un monde juste, un tel crime ne resterait jamais impuni. Cependant, nous vivons dans un monde que nous avons créé nous-mêmes. Ce mois de mars marque le 20e anniversaire de l'acte terrible d'agression contre l'Irak. La coalition des volontaires, qui comprend notre propre Pologne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque, les Pays-Bas, le Danemark et l'Espagne, a perpétué cela. Je veux voir les criminels de guerre punis. Cependant, après 20 ans d'impunité pour les bandits qui ont détruit l'Irak, la proposition que nous avons devant nous n'est rien de plus qu'une pure fantaisie. Le droit international est maintenu par consensus. Il s'applique soit à tous les États de manière égale, soit il ne fonctionne pas du tout. Les personnes qui présentent cette motion devant nous, leur véritable objectif n'est pas la justice.
Leur but est de saboter la paix, qui est le seul moyen d'arrêter le massacre en cours. Si vous voulez emprisonner Poutine, c'est bien. Mais vous n'avez absolument aucune crédibilité à moins d'emmener également Bush, Blair et tous ses homologues européens avec eux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est ironique que nous discutions des fonds d'investissement durables alors qu'un autre scandale impliquant les institutions de l'UE est en train de se dérouler. Cela survient juste après l'incident d'achat d'influence Catergate. Nous avons maintenant appris que les allocations mensuelles accordées aux députés européens pour les fournitures de bureaux ont été utilisées pour acheter des actions dans les industries de l'armement, du tabac, de l'exploitation minière et des combustibles fossiles. Cela a été fait pour financer un régime de retraite volontaire fortement endetté du Parlement européen. Ce régime comprenait l'achat de dizaines de milliers d'actions dans les industries d'armement américaines. Ces industries produisent des armes à sous-munitions, qui ont été interdites en 2008. Comme si cela ne suffisait pas, une partie de l'argent a été versée dans des paradis fiscaux offshore tels que les Bermudes et les îles Caïmans. L'observateur de l'UE a révélé que la stratégie commerciale de notre régime de retraite reposait fortement sur les énergies fossiles. Ces investissements ont été réalisés alors que le Parlement adoptait des résolutions visant à réduire les émissions de CO2. Pendant ce temps, notre régime de retraite détenait 5,2 millions d'actions dans des entreprises pétrochimiques européennes. Cette situation est un exemple classique de « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Est-il surprenant que nous manquions de crédibilité? Merci, Monsieur le Président. On nous dit que la porte d'entrée mondiale est la nouvelle stratégie phare de l'Europe. Elle vise à soutenir les infrastructures dans le monde entier et à renforcer la connectivité. Cependant, comme mes collègues l'ont brillamment souligné, son véritable objectif est d'attirer les pays africains et du Sud global loin de l'influence de la Chine et de la Russie. Ce n'est pas que nous sommes les gentils et qu'ils ont besoin de nous. Au contraire, c'est parce que les Chinois en tirent plus d'avantages économiques et de valeur que nous. Nous voulons donc notre part des bénéfices, et franchement, c'est pathétique. En tant que concurrent de l'initiative chinoise de la ceinture et de la route, c'est risible. 300 milliards d'investissements ont essentiellement été rassemblés grâce au financement participatif du secteur privé. La Cour des comptes européenne l'a fortement critiqué. Un rapport Euroda a déclaré qu'elle dépend entièrement du secteur privé. Il y a un manque total de transparence. Elle n'est pas soumise à un examen quelconque car elle n'est pas basée sur une législation. Notre orientation en matière de coopération internationale devrait se concentrer sur la réduction de la pauvreté, la lutte contre les inégalités et la lutte contre le changement climatique, plutôt que de s'engager dans ces absurdités géopolitiques. Well, isn't that quite something? A European Union built on... Eh bien, n'est-ce pas quelque chose? Une Union européenne basée sur la résolution des conflits, le désarmement et le contrôle des armes. Oui, c'est exactement ce dont le continent européen a besoin. Merci, Claire. J'ai été choqué d'apprendre que l'activisme humanitaire, en particulier lorsqu'il soutient les réfugiés syriens et du Moyen-Orient, est essentiellement criminalisé maintenant. On peut même être emprisonné dans l'Union européenne pour aider des réfugiés qui ne viennent pas d'Ukraine, mais d'autres pays que l'Union européenne ne considère pas dignes d'être sauvés et secourus. Elle a tout à fait raison. La Chine est importante pour l'ensemble du continent. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Cela n'aurait aucun sens. Au fait, un récent sondage montre que la majorité des citoyens européens ne sont pas favorables à prendre parti dans un éventuel conflit entre la Chine et les États-Unis. Ils préféreraient rester neutres si un conflit entre les États-Unis et la Chine éclatait, par exemple, au sujet de Taïwan. Dieu nous en préserve. Elle parle du discours sur les droits de l'homme. Malheureusement, il est souvent manipulé à des fins géopolitiques. C'est ce que je trouve si regrettable. Le discours sur les droits de l'homme est très important. Les droits de l'homme eux-mêmes sont très importants. Cependant, l'UE, les États-Unis et l'Occident en général ont tendance à utiliser ce discours pour critiquer les nations qu'ils désapprouvent. C'est pourquoi les droits de l'homme semblent seulement importants quand il s'agit de pays comme l'Iran, la Chine et la Russie. Mais ils ne semblent pas du tout importants en ce qui concerne l'Arabie saoudite ou l'Égypte. Par exemple, l'Arabie saoudite peut exécuter 60 personnes en un jour sans susciter de protestation internationale significative. Je crois qu'ils ont fait cela l'année dernière. Cela n'est pas considéré comme une question de droits de l'homme par l'Union européenne. Cependant, les abus de l'Iran sont effectivement un problème. C'est pourquoi les gens ne font plus confiance à ce récit.
L'UE et les États-Unis ciblent spécifiquement les pays qu'ils n'aiment pas, tout en ignorant ceux avec lesquels ils sont d'accord, même si ces pays sont autocratiques. Même lorsqu'il y a des violations flagrantes des droits de l'homme, ils restent silencieux. C'est pourquoi les gens ne leur font plus confiance. Cela nous amène au dernier point qu'elle a soulevé concernant les criminels de guerre. Oui, Vladimir Poutine a peut-être commis un crime de guerre en attaquant l'Ukraine. Mais Bush, Cheney et chaque président américain depuis la Seconde Guerre mondiale l'ont également fait. Tous n'étaient pas des crimes d'agression, mais beaucoup l'étaient, et il y a également eu de nombreux crimes de guerre. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais l'acte de larguer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, sur des populations civiles, était un crime. C'était déjà considéré comme un crime de guerre en 1945. De même, la torture des prisonniers à Abu Ghraib et Guantanamo est toujours considérée comme un crime de guerre aujourd'hui. Le fait que nous ne discutions des crimes de guerre que de manière sélective mine l'ensemble du discours. Cela rend essentiellement tout cela inutile car personne, ou du moins très peu de personnes, n'y croit plus. Je ne comprends pas pourquoi les politiciens occidentaux croient encore que nous défendons les droits de l'homme. Nous ne les défendons que de manière sélective et poursuivons les criminels de guerre de manière sélective. Alors, merci, Claire Daly, pour vos discours clairs. Restez à l'écoute pour le prochain Monthly Daily.